Il existe des personnes qui traversent la vie avec une conviction si profonde, si ancrée dans la moelle de leur être, qu'aucune preuve extérieure ne semble pouvoir la faire vaciller. Elles croient, silencieusement, que l'amour n'est pas fait pour elles. Pas parce qu'elles le refusent, mais parce qu'au fond d'elles, une voix ancienne répète que ce serait une erreur de le recevoir. Une erreur du destin, un accident du regard de l'autre. Cette croyance ne vient pas d'un choix conscient. Elle est le fruit d'une construction lente, invisible, enracinée dans la mémoire du corps autant que dans les replis de la pensée. Et ce que la science moderne révèle, c'est que cette incapacité à se sentir aimable n'est pas une fragilité morale, c'est une empreinte neurologique. Des études en neurosciences affectives ont montré que les expériences précoces de rejet, de négligence ou de manque d'attachement sécurisant modifient profondément les circuits neuronaux responsables de la régulation émotionnelle et de l'image de soi. Le cerveau d'un enfant soumis à un environnement froid, instable ou humiliant apprend à associer l'amour non pas à la chaleur, mais au danger. La zone cortico-limbique, impliquée dans l'attachement, réagit avec méfiance face aux signes d'affection, comme si chaque geste tendre risquait de cacher une trahison imminente. Ce n'est pas un refus de l'amour, c'est un réflexe de protection, une forme de mémoire défensive inscrite dans les fibres nerveuses. Si tu crois que tu mérites ça, tu seras détruit quand on te le retirera. Et c'est ainsi que naissent, dès l'enfance, les premiers signaux d'alerte. Pas spectaculaires. Presque imperceptibles. L'enfant qui se recroqueville lorsque quelqu'un tente de le prendre dans les bras. L'adolescent qui rit nerveusement lorsqu'on lui dit qu'il est spécial. L'adulte qui baisse les yeux, détourne la conversation ou sabote inconsciemment toute relation dès que l'affection devient trop visible. Ces gestes ne sont pas des choix, ce sont des réflexes conditionnés, des stratégies de survie. Chaque fois que l'amour s'approche, le système de défense s'active. Et plus le manque a été ancien, plus la protection est raffinée. À force, la personne cesse même de remarquer ce qu'elle repousse. Elle vit entourée de preuves qu'elle pourrait être aimée, et pourtant, elle n'y croit pas. Comme si une barrière transparente, entre elle et le monde, lui renvoyait sans cesse une même idée « ce n'est pas pour toi ». Mais cette croyance ne s'est pas construite dans le vide. Elle est le résultat d'un conditionnement répétitif, d'une accumulation de micro-expériences où l'amour a été confondu avec la honte, le devoir, la condition ou l'humiliation. Certains ont été aimés seulement lorsqu'ils étaient bons, silencieux, utiles, brillants. D'autres ont été punis de vouloir être vus, de demander de l'attention. D'autres encore n'ont reçu que des miettes d'affection, trop petites pour nourrir leur image d'eux-mêmes. Et ainsi, lentement, l'idée s'est formée. Si on m'aime, c'est qu'il y a une erreur quelque part. Si quelqu'un me voit, c'est qu'il ne me connaît pas encore. Cette phrase, répétée intérieurement des milliers de fois, devient une vérité biologique. Elle s'installe, non pas dans la pensée, mais dans la peau. Et alors commence le véritable cycle. Celui où l'individu, même en présence d'un amour sincère, ne peut s'empêcher de le saboter. Il cherche la faille, il attend la trahison. Il provoque l'éloignement. Il interprète tout geste affectueux comme une obligation ou une erreur. Et chaque fois qu'il détruit un lien, quelque chose en lui murmure. « Tu vois, je te l'avais dit. » Ce cycle peut durer des années, parfois toute une vie, non pas par choix, mais parce que personne ne lui a montré, ni appris, qu'il était possible de rester, de recevoir, de exister dans l'affection, sans devoir payer pour cela. Pourtant, derrière ce désert affectif se cache une volonté farouche de survivre. Ceux qui ne se sentent pas aimables ne sont pas faibles. Ce sont des survivants. Ils ont appris à vivre sans l'essentiel. Ils ont développé des capteurs extrêmement fins pour détecter les moindres signes de déséquilibre dans les relations. Ils anticipent les abandons, évitent les attachements, analysent chaque sourire comme s'il pouvait être une arme. Et ce protocole de protection, aussi douloureux soit-il, leur a permis de ne pas s'effondrer. La conscience de cette logique, une fois éveillée, devient la première brèche dans le mur. Elle permet d'observer, d'identifier, de comprendre que ce n'est pas eux qui sont cassés. C'est leur modèle interne de sécurité qui a été déformé. Alors commence lentement une autre forme de travail, celui de la retirada stratégique. Ce moment fragile où la personne décide de ne plus répondre automatiquement par la fuite ou le doute, où elle laisse, juste un instant, le compliment entrer, où elle n'interrompt pas la caresse, où elle ne sabote pas l'attention. Et dans cet espace minuscule, entre la peur et l'ouverture, quelque chose d'immense peut naître. Une forme de tolérance au bonheur, une capacité nouvelle à supporter la lumière sans fermer les yeux. Et c'est là que surgit le climax philosophique, discret, mais inoubliable. Peut-être que l'amour n'est pas une récompense, peut-être qu'il n'a jamais été quelque chose à mériter, mais simplement à permettre. Peut-être que tout ce que tu as cru être une preuve de ton indignité était en réalité un mécanisme pour te protéger. Et alors,
Dans le silence qui suit cette prise de conscience, une dernière question te traverse comme un souffle ancien. Et si le problème n'avait jamais été que tu n'étais pas aimable, mais que tu n'avais jamais été regardé avec assez de vérité pour te le faire croire, il y a des gestes qui ne font aucun bruit, mais qui disent tout. Des regards fuyants, des silences trop longs, des sourires crispés, offerts comme excuse plutôt que comme ouverture. Ce sont des micro-défenses, des signaux infimes mais puissants, émis par ceux qui, au fond d'eux, ne croient pas être faits pour recevoir de l'amour. Non pas qu'ils le rejettent volontairement, au contraire, ils en rêvent, ils le désirent plus que tout. Mais chaque fois qu'il se présente, quelque chose en eux s'agite, se tend, se referme. Comme un animal blessé qui a appris à se méfier de la main qui caresse autant que de celle qui frappe. Ce ne sont pas des peurs imaginaires. Ce sont des réponses inscrites profondément dans le corps, dans la mémoire émotionnelle, dans le câblage même du cerveau. La psychologie cognitive et les études en neurosciences affectives ont démontré que les personnes ayant vécu des formes précoces de rejet, de négligence ou de dissonance affective développent souvent un schéma appelé auto-négation relationnelle. Il s'agit d'un processus où l'individu, pour se protéger, apprend à neutraliser tout signe d'amour ou d'attachement dirigé vers lui. Ce n'est pas un refus, c'est une fuite. Et cette fuite s'exprime à travers des gestes tellement subtils que même ceux qui les vivent ne les remarquent plus. C'est là que réside le drame, ces personnes ne repoussant pas l'amour par orgueil, mais par peur d'exister dans un espace où l'amour impliquerait d'être vu. Et peut-être jugé, rejeté, ou abandonné une fois de plus. On reconnaît ces signes de l'autonégation dans le langage du corps, dans les choix de mots, dans les comportements qui, de l'extérieur, peuvent paraître contradictoires. Par exemple, cette femme qui affirme vouloir une relation stable, mais qui choisit toujours des partenaires émotionnellement indisponibles. Ou cet homme qui dit rêver de tendresse, mais qui se moque de lui-même dès que quelqu'un lui montre une forme d'attention sincère. Ce sont des micro-rejets déguisés, des sabotages émotionnels, des réponses conditionnées à l'idée, profondément enracinée que l'amour, s'il vient, ne pourra être vrai, ou ne durera pas. Et alors commence un cycle invisible. La personne reçoit un geste d'amour, un regard plein de chaleur, une parole tendre, mais elle se raidit, elle ironise, elle minimise, elle détourne, et parfois elle disparaît. Elle s'éloigne précisément au moment où le lien pourrait se renforcer. Elle se convainc que ce n'est pas sérieux, que l'autre exagère, qu'il finira par partir. Et chaque fois qu'elle fuit, elle creuse un peu plus profondément cette croyance « je ne suis pas fait pour être aimé ». Le cerveau, fidèle à sa logique de survie, enregistre alors chaque fuite comme une preuve supplémentaire. Il ne distingue pas le réel du réflexe. Il valide la peur. Il inscrit la douleur comme une vérité. Mais ce que l'on oublie souvent, c'est que ce mécanisme n'est pas né d'un vide. Il a été construit dans des environnements où la sécurité émotionnelle n'a pas existé. Certains ont grandi avec des figures parentales absentes, inconstantes, froides, parfois même cruelles. D'autres ont connu un amour conditionnel, accordé seulement en échange de performance, de silence ou de conformité. D'autres encore ont été exposés à des formes de chantage affectif, où l'amour était une monnaie de contrôle. Dans ces contextes, l'idée de recevoir un amour inconditionnel devient étrangère, voire menaçante. Et alors, la personne développe une forme d'amnésie affective. Elle oublie comment recevoir, elle oublie qu'elle a le droit d'être vue, touchée, désirée, sans devoir se justifier. Cette mémoire du désamour ne reste jamais confinée au passé. Elle se rejoue, sans cesse, dans le présent, dans chaque relation, dans chaque regard. Et c'est là que le danger devient chronique. Car celui qui ne croit pas être aimable finit souvent par choisir, inconsciemment, des situations qui confirment cette croyance. Il entre dans des relations déséquilibrées, il se rend invisible auprès de ceux qui pourraient l'aimer, il devient expert en camouflage émotionnel. Il fait rire, il conseille, il soutient, mais il ne se laisse jamais approcher. Il reste en quelque sorte derrière une vitre, visible mais intouchable. Et pourtant, derrière chaque réflexe de fuite se cache une immense capacité d'amour. Car pour refuser quelque chose avec autant de force, il faut d'abord en avoir profondément besoin. C'est là que réside la beauté tragique de ce phénomène. Ceux qui croient ne pas mériter l'amour sont souvent ceux qui savent le mieux en prendre soin, pour les autres, mais jamais pour eux-mêmes. La sortie de ce cycle commence toujours par un acte minuscule. Reconnaître que cette peur n'est pas une faiblesse, mais une blessure. La conscience devient alors un terrain d'accueil, un espace où l'on peut observer ses propres réactions sans les juger. La retirada stratégique dans ce contexte n'est pas de cesser d'avoir peur, mais de commencer à rester, même dans la peur, de ne pas fuir, de ne pas faire la blague, de ne pas fermer la porte tout de suite. De rester là, une seconde de plus, dans l'inconfort d'être vu.
Et c'est dans cette seconde suspendue que naît le climax philosophique. Peut-être que l'amour ne demande pas que tu sois prêt, peut-être qu'il demande juste que tu sois là, peut-être que tu n'as pas besoin d'être meilleur, ou plus fort, ou plus accompli. Peut-être que tu as juste besoin de désapprendre la logique de la fuite. Et alors, une question, douce et déchirante à la fois, surgit dans le silence. Et si ce que tu fuyais était la preuve vivante que tu es, depuis toujours, digne d'être aimé? Il y a des blessures que l'on croit personnelles, mais qui sont en réalité collectives. Des douleurs que l'on porte en silence, persuadées qu'elles nous appartiennent alors qu'elles ont été léguées, comme une dette affective que l'on n'a jamais choisie. Ceux qui grandissent avec la sensation de ne pas mériter l'amour vivent souvent sous l'ombre d'une transmission invisible. Ce n'est pas qu'ils ont échoué à se faire aimer, c'est qu'on ne leur a jamais montré comment cela se reçoit. Ils sont les héritiers d'un langage émotionnel rompu, d'une lignée où l'affection était rare, conditionnelle ou simplement absente. Et ce vide, ce manque de tendresse exprimée, devient une vérité muette qui s'installe dans le cœur comme une loi intérieure. L'amour est pour les autres. La psychologie transgénérationnelle démontre que les croyances affectives se transmettent bien au-delà des mots. Un parent qui n'a jamais été aimé ne saura pas toujours comment aimer, non pas par choix, mais par incapacité apprise. Dans certaines familles, les gestes tendres sont perçus comme faiblesse, les compliments comme flatterie inutile, et l'expression des besoins comme une forme d'égoïsme. Alors l'enfant, dans ces environnements, apprend à se taire, à se fondre, à ne rien demander. Il comprend, souvent très tôt, que pour rester en sécurité, il vaut mieux ne pas exister pleinement. Ce n'est pas qu'il ne veut pas être aimé, c'est qu'il sent que ce désir, s'il est exprimé, mettrait en péril l'équilibre familial. Et il choisit alors, inconsciemment, le silence comme forme de loyauté. Mais cette loyauté est piégeuse, car elle ne s'arrête pas à l'enfance. Elle se transforme avec le temps en un mode de vie, une posture affective, une identité construite autour de l'idée qu'il faut mériter chaque fragment d'attention, chaque regard, chaque geste d'affection. Ceux qui grandissent ainsi deviennent des experts de la retenue émotionnelle. Ils donnent beaucoup. Ils écoutent, soutiennent, réparent les autres. Mais lorsqu'il s'agit d'eux, ils se retirent. Ils minimisent leurs douleurs, banalisent leurs besoins, se persuadent que l'amour est quelque chose qu'ils doivent provoquer chez les autres, jamais quelque chose qu'ils peuvent recevoir naturellement, et cette dynamique familiale se reflète ensuite dans la culture, dans les archétypes que l'on célèbre, dans les modèles que l'on impose. Il y a, dans de nombreuses sociétés, une glorification de l'individu fort, indépendant, stoïque, celui qui ne demande rien, celui qui endure, celui qui sacrifie. On apprend que souffrir en silence est noble, que se contenter est vertueux, que demander, surtout de l'amour, est honteux. Ainsi, même ceux qui auraient pu recevoir choisissent inconsciemment de ne pas tendre la main, par peur d'être vus comme faibles. Et dans cette équation sociale, le désir d'être aimé devient une culpabilité, un fardeau que l'on porte sans jamais oser le formuler. Ces modèles se cristallisent dans des archétypes puissants. L'archétype de la mère sacrificielle, qui donne tout sans jamais rien recevoir. L'archétype du père distant, qui protège mais ne touche jamais. L'archétype du héros solitaire, admiré mais toujours seul. Ces figures nourrissent l'imaginaire collectif. Elles nous enseignent, de manière implicite, que l'amour reçu est dangereux, suspect, ou réservé à ceux qui ne sont pas comme nous. Et ainsi, de génération en génération, se perpétue une croyance toxique. Moi, je suis fait pour aimer, mais être aimé, ce n'est pas pour moi. Pourtant, dans les interstices de cette chaîne invisible, il existe des moments de clarté, des instants, fugaces mais intenses, où quelque chose en nous proteste, où l'on sent que ce manque d'amour reçu n'est pas une fatalité. Qu'il y a en nous un élan, un cri, une mémoire plus ancienne encore, qui se souvient de ce que cela fait d'être regardé sans condition. Et c'est là que peut commencer un processus lent, mais profondément réparateur, celui de reconnaître que ce que l'on vit n'est pas entièrement à nous, que cette incapacité à se sentir aimable est une histoire transmise, et que comme toute histoire, elle peut être reconfigurée. La conscience devient alors un lieu de réécriture. Elle permet de repérer les phrases héritées. Ne fais pas trop de bruit. N'attends rien des autres. Personne ne t'aimera si tu montres ça. Et dans ce repérage, dans ce dévoilement, quelque chose se libère. La retirada stratégique, ici, ne consiste pas à se battre contre sa famille ou sa culture, mais à s'en détacher avec douceur, à dire, intérieurement, « Je vous comprends, mais je choisis autre chose ». C'est un acte de désobéissance intime, et aussi un acte d'amour. Et alors surgit le climax philosophique, comme un souffle ancien qui remonte des profondeurs de la lignée.
Peut-être que tu n'as jamais été aimé comme tu le méritais, non pas parce que tu n'étais pas aimable, mais parce que ceux d'avant toi ne savaient pas comment. Peut-être que ton seul vrai devoir, désormais, n'est pas de les imiter, mais de les libérer, en te permettant d'aimer autrement. Et dans cette prise de conscience, une dernière question, grave et douce à la fois, s'élève dans le silence. Et si te croire indigne d'amour n'était pas ton histoire, mais celle qu'on t'a confiée, et qu'il est temps, enfin, de poser à terre? Il y a des histoires d'amour qui ne commencent jamais vraiment, des relations qui s'épuisent avant même d'avoir été vécues, des rencontres prometteuses qui se fanent sans raison apparente. Et quand on regarde de près, on découvre que derrière chacune d'elles se trouve une personne qui, dans le silence de son cœur, ne se croit pas digne d'amour. Ce n'est pas un choix, c'est une mécanique, une répétition, un cycle, une suite d'actes minuscules, souvent inconscients, qui mènent inlassablement au même résultat. L'échec de l'attachement, la confirmation d'une croyance ancienne, le renforcement de l'idée que l'amour est une illusion réservée aux autres. Ce cycle commence bien avant que la relation prenne forme. Il commence dans l'esprit, dans ce dialogue intérieur invisible où la personne se convainc, parfois sans le savoir, qu'elle devra cacher certaines parties d'elle-même pour être acceptée. Elle se prépare à plaire, elle s'adapte, elle devine les attentes de l'autre avant même qu'elles soient exprimées. Elle donne beaucoup, trop vite, dans l'espoir d'être choisie. Et dans cet excès de générosité, il y a déjà une forme de trahison de soi. Je te donne tout, pour que tu ne voies pas ce que je crois être inadmissible en moi. Puis vient la phase de tension. L'autre commence à s'approcher, à montrer de l'intérêt réel, à vouloir aller plus loin. Et c'est là que le système d'auto-abandon s'active. D'abord doucement, la personne se fait discrète, elle évite certaines conversations, elle se moque d'elle-même, elle dit qu'elle n'est pas faite pour ça, qu'elle a trop de bagages, qu'elle est compliquée. Elle commence à lever des murs déguisés en humour, en indépendance, en second degré. Mais derrière cette distance se cache une peur viscérale. Si tu me vois vraiment, tu partiras. Et cette peur déclenche un comportement de retrait progressif. Lorsque l'autre insiste, reste, persiste à aimer, la peur devient insupportable. Alors surgit une réponse plus radicale, la rupture, parfois brutale, parfois déguisée en éloignement progressif. Ce n'est pas un rejet de l'autre, c'est une fuite de soi. Car plus la relation avance, plus elle oblige à se montrer tel qu'on est. Et pour celui qui a toujours cru qu'il n'était pas aimable, cette exposition devient intolérable. Il préfère partir. Ou provoquer, inconsciemment, une situation qui fera partir l'autre. Et lorsque cela se produit, il ressent une douleur profonde, mais familière, presque rassurante. Tu vois, je l'avais dit, personne ne reste. Et le cycle recommence. Ce schéma n'est pas une malchance, ce n'est pas un destin, c'est une programmation. Un enchaînement de réactions façonnées par des années de non-amour, d'indifférence, de blessures non reconnues. Les psychologues parlent de rejouer le trauma initial. L'esprit cherche inconsciemment à revivre ce qu'il connaît, même si c'est douloureux, parce que ce qui est familier semble plus sécurisant que ce qui est inconnu. Et pour celui qui n'a jamais appris à recevoir l'amour sans condition, chaque geste tendre paraît suspect, chaque attachement semble dangereux, chaque mot doux devient une menace voilée. Mais ce cycle ne reste jamais isolé, il finit par contaminer toutes les sphères de la vie. La personne choisit des emplois où elle se sent invisible, des amitiés à sens unique, des situations où elle donne sans jamais recevoir. Elle devient experte dans l'art de disparaître. Et plus elle s'efface, plus elle se convainc qu'elle n'existe que dans l'ombre. C'est là que le cycle devient dévastateur. Non seulement elle échoue à se faire aimer, mais elle se convainc qu'elle n'existe vraiment qu'en n'étant pas aimée. Pourtant, même dans les recoins les plus sombres de ce mécanisme, quelque chose résiste, une étincelle, un désir qui ne meurt jamais vraiment. Une mémoire ancienne, presque enfouie, d'un moment, parfois bref, parfois imaginaire, où l'amour a semblé possible. C'est là que naît la brèche, la conscience, l'espace où l'on commence à se regarder avec moins de jugement, à questionner cette habitude de s'éloigner, à identifier ces gestes de fuite que l'on croyait normaux. Ce n'est pas encore de l'amour propre, mais c'est un début. Et ce début, pour fragile qu'il soit, est révolutionnaire. La retirada stratégique, à ce stade, consiste à interrompre le cycle au moment précis où il veut recommencer. Rester quand on veut partir, parler quand on veut se taire, dire « je ne sais pas comment recevoir » au lieu de faire semblant. C'est risqué, c'est inconfortable, mais c'est dans ce vertige que commence la transformation. Car tant qu'on continue à fuir, on ne saura jamais si l'autre aurait vraiment pu rester. Et alors, dans ce moment suspendu entre la peur et le possible, surgit le climax philosophique. Peut-être que tu n'as jamais été réellement abandonné par les autres, peut-être que tu t'es abandonné à chaque fois que l'amour a tenté de te rejoindre,
Peut-être que la vraie rupture, ce n'est pas celle que tu crains, mais celle que tu t'imposes. Et dans ce silence, une dernière question s'élève, lente, douloureuse, mais essentielle. Et si tu pouvais enfin cesser de fuir, et rester assez longtemps pour découvrir que tu n'as jamais été trop peu pour être aimé? Il y a une forme de solitude qui ne crie pas, qui ne pleure pas, qui ne demande rien. Elle marche droit, elle sourit parfois, elle réussit même. C'est une solitude bien habillée, faite de contrôle, d'efforts, d'indépendance affichée. Et pourtant, au cœur de cette force apparente, se cache un mécanisme beaucoup plus fragile qu'il n'y paraît. Un protocole de survie affective, mis en place très tôt, et qui consiste à garder l'amour à distance tout en sauvant les apparences. Ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas du mépris, c'est un automatisme. Je vais te montrer que je n'ai besoin de personne, pour ne jamais avoir à ressentir que personne ne me choisit. La psychologie des traumatismes relationnels révèle que beaucoup de personnes ayant grandi sans amour inconditionnel développent des stratégies mentales sophistiquées pour survivre à ce manque. L'une des plus fréquentes est la glorification de l'autosuffisance. Cela commence souvent par un constat douloureux, à peine formulé. Aimer me rend dépendant, et la dépendance me rend vulnérable. Alors, à force de petites blessures, de silences non répondus, de besoins ignorés, l'esprit fabrique une armure élégante, intelligente, admirée, mais une armure quand même. Ce protocole prend plusieurs formes. D'abord, celle du détachement. La personne apprend à ne plus trop attendre, à minimiser ses espoirs, à croire qu'elle est au-dessus de tout ça. Elle évite les situations où elle pourrait être vue dans sa vérité émotionnelle. Puis vient la rationalisation. Chaque signe d'intérêt est interprété comme une erreur, un piège, une manipulation possible. Elle dit que l'amour est surfait, que les gens ne sont pas fiables, qu'elle se suffit à elle-même. Mais sous ce discours, il y a toujours une peur, celle d'être démasquée comme quelqu'un qui a faim d'amour, mais ne sait plus comment le recevoir. Et cette stratégie ne se limite pas au rejet de l'autre, elle inclut aussi la fabrication d'une image. Celle d'une personne forte, stable, généreuse, mais inaccessible. Elle donne beaucoup, mais jamais tout. Elle écoute, conseille, aide, brille même. Mais elle ne se montre jamais là où ça fait vraiment mal. Et quand quelqu'un tente de s'approcher, elle change subtilement de position. Elle devient fuyante, indisponible, trop occupée, trop guérie. L'autre se décourage, s'éloigne. Et la personne, seule à nouveau, trouve dans ce départ la preuve qu'elle avait raison. Personne ne reste vraiment. Ce mécanisme est d'autant plus complexe qu'il est renforcé par les normes sociales. On valorise l'autonomie, la maîtrise, la distance élégante. On méprise la demande, la fragilité, le besoin d'être aimé. Alors, pour survivre dans ce monde, beaucoup choisissent la posture du fort, celui ou celle qui n'a jamais besoin de tendresse, qui ne se laisse jamais atteindre, qui garde toujours le contrôle. Mais cette posture, si elle protège, finit aussi par isoler. Car l'amour ne peut pas exister sans ouverture. Et on ne peut pas être aimé sans se laisser voir. Mais dans les failles de ce système, dans ces rares instants de fatigue où l'armure glisse un peu, il arrive que quelque chose de plus vrai émerge. Une lassitude, un silence trop long, une phrase qui échappe. Je suis fatigué d'être fort. Et dans cet aveu discret se trouve peut-être le début de la libération, car le protocole ne peut être interrompu que lorsqu'il est reconnu. Il faut pouvoir nommer ce qu'on a mis en place, la peur d'être aimé, la peur de se montrer, la peur d'exister dans les yeux de l'autre sans masque. La retirada stratégique, dans ce cas, ne consiste pas à tout casser. Elle ne consiste pas à s'exposer brutalement, à réclamer l'amour à voix haute. Non. Elle commence par un geste plus subtil, ralentir, laisser quelqu'un approcher un peu plus, ne pas interrompre la tendresse, ne pas tourner en dérision ce qui est doux. Accepter, une fois, de rester dans la pièce quand l'amour entre. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est un acte de courage immense. Et alors surgit le climax philosophique, cette vérité lente, inévitable, qui nous traverse quand on regarde enfin ce que l'on a construit autour de soi. Peut-être que la force que tu montres depuis toujours n'est pas ta vraie force. Peut-être que ta vraie force commence là où tu acceptes de ne plus fuir ce que tu désires profondément. Peut-être que tu n'as pas été abandonné, tu t'es simplement caché. Et dans ce moment de vérité nue, une dernière question s'élève, calme, inévitable. Et si tu n'avais jamais eu besoin d'être invincible, mais seulement autorisé à être aimé tel que tu es? Il y a un moment, dans le chemin intérieur de ceux qui ne se croient pas dignes d'amour, où le silence devient plus lourd que la peur. Un moment fragile, souvent déclenché par rien d'extraordinaire, un regard sincère, une phrase douce, une présence qui ne demande rien. Et dans cet instant suspendu, quelque chose vacille, une habitude ancienne,
un mécanisme protecteur, un mur si longtemps érigé qu'il était devenu une partie de soi. Et soudain, ce mur craque, pas en grand fracas, mais en tremblement. Un frisson presque imperceptible qui annonce que quelque chose est prêt à changer, ou peut-être à tomber. Pendant toute une vie, certains apprennent à survivre en refusant d'être aimés. Pas parce qu'ils ne veulent pas, mais parce qu'ils ne savent pas comment. Parce qu'on leur a appris que l'amour devait être mérité, que la tendresse était risquée, que la vulnérabilité était synonyme de faiblesse. Alors ils construisent, pierre après pierre, un personnage qui semble aller bien. Quelqu'un de fort, de compétent, de fiable. Mais au fond, quelque chose reste vide, comme une pièce jamais habitée. Et ce vide, ils finissent par l'appeler normal. Mais ce vide n'est pas neutre. Il épuise, il isole, il rend toute démonstration d'amour suspecte. Chaque geste doux devient une énigme à résoudre, chaque mot gentil un piège potentiel. Et plus l'autre insiste, plus la méfiance se renforce. Pourtant, à mesure que les années passent, une vérité difficile à ignorer commence à murmurer plus fort. Ce que tu fuis avec tant d'intensité est précisément ce dont tu as le plus besoin. La science contemporaine le confirme. Des chercheurs en psychologie sociale ont observé que les personnes qui se sentent indignes d'amour activent une zone spécifique du cerveau, l'insula, lorsque quelqu'un leur exprime de la tendresse. Cette zone est la même que celle qui s'active en cas de douleur physique. Ce qui devrait apaiser fait mal, ce qui devrait rassurer dérange. Et c'est là que réside le paradoxe ultime. Le remède est perçu comme une menace. Alors, pour guérir, il faut désapprendre. Apprendre à tolérer l'inconfort de recevoir, à ne pas fuir dès que l'émotion monte, à ne pas faire de l'humour pour détourner la gêne, à rester, tout simplement. Rester dans le moment, dans le regard de l'autre. Dans cette présence fragile mais réelle, ce n'est pas un acte spectaculaire, c'est un acte silencieux, presque invisible, mais c'est l'un des plus courageux qui soit, car permettre d'être aimé, ce n'est pas juste ouvrir une porte, c'est risquer d'être vu, c'est abandonner l'image, c'est dire « voici qui je suis, et je ne vais pas me cacher cette fois ». C'est risquer l'intimité, non pas seulement celle du corps, mais celle de l'âme. Et pour quelqu'un qui a toujours cru devoir mériter chaque goutte d'amour, c'est une révolution. C'est renverser tout un système de pensée, c'est remettre en cause des années de solitude validée, d'indépendance glorifiée, de murs décorés de silence confortable. Mais dans ce vertige, quelque chose d'inattendu se produit. L'amour, le vrai, celui qui ne demande pas de perfection, ne fait pas de bruit, il ne conquiert pas, il attend, il reste, il s'infiltre dans les fissures, avec patience, et quand on le laisse entrer, même un peu, il ne transforme pas tout d'un coup, mais il commence à réécrire. Il efface doucement les anciennes phrases, il murmure d'autres vérités. Tu n'es pas un fardeau, tu n'as rien à prouver. Tu peux être aimé, même ici, même maintenant, même comme ça. Et c'est dans cette relecture intérieure que naît l'amour de soi. Pas comme un mantra creux, mais comme un écho retrouvé. Ce n'est plus une théorie, c'est une reconnaissance, une présence, une respiration plus calme, un regard dans le miroir qui ne cherche plus à fuir. Accepter d'être aimé, c'est finalement accepter d'exister pleinement. C'est renoncer à la honte, à la punition. À l'idée qu'il faut toujours compenser pour être à sa place. C'est comprendre que tu étais déjà assez, depuis toujours. Et c'est là, dans ce silence où le cœur cesse enfin de se débattre, que surgit le climax philosophique. Peut-être que l'amour n'a jamais été quelque chose que tu devais gagner. Peut-être qu'il t'a toujours attendu. Peut-être que tout ce que tu as cru devoir devenir pour être digne était une illusion. Et alors, une dernière question se dépose, douce, bouleversante, limpide. Et si te laisser aimer, aujourd'hui, était le premier acte réel de liberté de toute ta vie ?